Eh bien, retour sur ce plateau du débat panafricain sur Afrique Média. Nous allons prendre donc tout de suite le deuxième thème de cette émission et direction New York avec la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, bien sûr avec les différents pays africains qui se sont succédés au pupitre pour porter la voix du continent sur Afrique Média cet après-midi. Ce dimanche, nous tentons de dresser le premier bilan de la participation africaine. Très chers panélistes, vous avez tout suivi ce qui se passe, ce qui s'est passé cette semaine au niveau des Nations Unies avec certains chefs d'État ou peut-être leurs représentants qui ont pris donc la parole pour s'exprimer et porter, je le disais tantôt, la voix du continent africain. Docteur Douma, vous, comment est-ce que vous jaugez la participation africaine à cette session des Nations Unies, surtout au moment où les Nations Unies ont 80 ans? 80 ans, c'est beaucoup, c'est énorme pour porter la charge des problèmes du monde entier et surtout pour apporter les solutions à ces problèmes. Et on a l'impression que les Nations Unies pêchent sur ce terrain. Vous savez que l'ONU est venue remplacer la SDN pour que véritablement le monde rejoigne définitivement la paix. Puisque l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, ces puissances ont estimé qu'il fallait une organisation qui fasse en sorte qu'il ne puisse plus avoir de guerre mondiale. Et évidemment, s'il ne doit plus avoir de guerre mondiale, c'est qu'il faut prendre des dispositions pour que le monde soit équilibré. La paix, c'est un équilibre parce qu'elle doit concerner, elle doit être le partage de tous. 80 ans après, on peut quand même se demander, se poser la question d'une espèce de diagnostic. Oui, on l'a fait déjà sur ce plateau. Est-ce que, ce que je voulais savoir, vous n'étiez pas là, est-ce que dans cette marche de 80 ans, quelle est un peu la contribution du continent africain dans la configuration même, peut-être même dans le déploiement même de l'ONU sur le terrain, parce qu'il ne faut seulement pas voir l'ONU comme une entité extérieure à l'Afrique. Oui, alors l'ONU aujourd'hui c'est 193 États. 54 sont de l'Afrique. Donc si on prenons même 5 continents au lieu de 6. Si on prend 5 continents, l'Afrique est hautement majoritaire. Oui. Elle a un poids extrêmement important dans cette organisation, n'est-ce pas, dite communauté internationale autoproclamée. Un poids qui pèse Mais l'Afrique a un poids que ce soit démographique ou en termes de nombre d'États par rapport à tous les autres continents réunis. Tout à fait. Mais est-ce que l'Afrique pèse véritablement dans l'ONU? Le constat est un constat général. C'est que l'Afrique ne pèse pas encore. Elle ne pèse pas encore. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette 80e Assemblée générale a été l'occasion pour certains chefs d'État africains de réitérer un certain nombre de demandes qui ont déjà été faites avant. Quand vous prenez seulement la constitution du Conseil de sécurité, où il y a 5 membres permanents, soi-disant les membres qui auraient gagné la guerre, et que jusqu'aujourd'hui, sur 193 pays, y compris d'autres grandes puissances, il y a seulement ces 5 membres-là qui puissent décider du sort du reste du monde. Le président de l'Afrique du Sud a rappelé que les 5 décident pratiquement pour 85% des citoyens du monde. C'est la démocratie. Et c'est ça la démocratie qu'on nous vend. Et ça rejoint un peu l'intervention du professeur Ndiaye tout à l'heure, que nous sommes en train de suivre un modèle qui a échoué, un modèle qui est en train de nous néocoloniser, de nous vassaliser davantage. Mais on continue quand même. Peut-être qu'on va se rétracter très rapidement pour se rendre bien compte que si nous voulons la démocratie, il faut que ce soit une afro-démocratie. Parce que la démocratie est née en Afrique.
La démocratie n'est pas née ailleurs. Ce qui s'appelle le vieux continent. Vous voyez, des enfants qui sont nés après grâce aux parents et qui décident qu'ils sont les vieux. Le vieux continent. N'est-ce pas, c'est l'Occident que vous appelez vieux continent. Oui. Alors, un continent qui est né des milliers d'années après l'Afrique s'appelle vieux continent. Et c'est ce que nous apprenons aux enfants, aux arrière-petits-enfants, etc. Donc, c'est pour dire que, pour redevenir plus sérieux que ça, en réalité, M. Siddiq, ces rencontres-ci, pour les chefs d'État africains sérieux, sont devenues des formalités diplomatiques. C'est une question de présence diplomatique. Parce que si vous êtes absent, on va constater que votre siège est vide. Et comme ils ont cette capacité à pouvoir décider des sanctions unilatérales, quelle que soit la gravité de la sanction, on risque de sanctionner votre peuple. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas vous qu'on sanctionne. On sanctionne le peuple. Donc, si les chefs d'État africains, tous ensemble, parce que c'est une question de solidarité, mais une solidarité qui est déjà tronquée à travers les organisations comme l'Union africaine, qui a été autoproclamée sur le papier, oui, avec un siège financé par l'extérieur, avec les microphones truffés partout, etc. Et où, quand les Africains se réunissent, il y a d'autres citoyens, d'autres continents qui sont là comme s'ils étaient africains et qui influencent les décisions. Tant que nous n'allons pas nous ressaisir, nous, Africains, et là je parle surtout des dirigeants africains, de savoir qu'il faut une solidarité sans faille. Parce qu'aujourd'hui, ça brûle. Si ça brûle au Cameroun et que les autres pays africains ne restent sans rien dire, demain, ça va brûler dans notre pays africain. C'est ce qui est arrivé quand on a assassiné Kadhafi. Et tout à l'heure, le docteur rappelait qu'il y a eu seulement 2 pays en Afrique qui ont condamné ça fermement. Il a cité l'Afrique du Sud, il a cité le Cameroun. Il faut que les chefs d'État africains qui continuent de vouloir jouer aux marionnettes, qui continuent de faire semblant, arrêtent de le faire. Et que tous les chefs d'État africains aient un même langage. Surtout quand ils se rendent à une assemblée comme celle-là. Que tous aient le même discours sur des points essentiels, que tous aient les mêmes positions. Parce que, en réalité, si ça continue comme ça, ils doivent sortir tous de là et rentrer dans l'AES. C'est ce que je souhaite. Qu'ils quittent l'ONU là, ils entrent dans l'AES. Vous verrez comment le fait de quitter l'ONU progressivement va accélérer les réformes que les gens veulent au niveau de l'ONU. Mais tant qu'ils le disent et qu'ils sont toujours là-bas et qu'ils sont toujours prêts à participer, rien ne va changer. Rien ne va changer. Donc, c'est dommage que la situation soit comme ça, mais il faut le pouvoir pour s'opposer au pouvoir. C'est tout. Les Africains ne font pas encore une force qui a un pouvoir qui peut s'opposer à d'autres pouvoirs. C'est pour ça qu'on nous mène en bateau comme on est en train de faire là. Merci beaucoup. Merci à beaucoup, docteur. Alors, Simon Der, vous venez de suivre le docteur Douma. Alors, pour lui, il essaie un peu de caricaturer la participation africaine, surtout des chefs d'État, certains chefs d'État africains, aux assemblées des Nations Unies. Pour lui, c'est une question de présence diplomatique pour dire que les pays africains ne peuvent pratiquement pas apporter grande chose. Alors, quel est un peu le premier bilan que vous adressez de ce qui s'est passé aux Nations Unies et continue de se faire à l'heure qu'il est? Il faudrait qu'on sache une chose. Déjà, c'est quoi l'ONU? Pour moi, l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Terroristes. Je suis clair, c'est l'Organisation des Nations Terroristes parce que, si vous regardez bien, toutes les guerres qui se font en Afrique, quelle a été la position de cette ONU? Pour la simple raison que ils disent qu'ils sont là pour éviter les guerres. S'il n'y a pas de guerre, que sont ceux qui fabriquent les armes? Ils vont vendre leurs armes où et à qui? Il faut qu'on soit sérieux. De deux, quand par exemple les pays africains prétendent qu'ils ont une affaire qu'ils appellent l'Union africaine, avant de rentrer dans une union comme celles qui vont aux États-Unis, est-ce qu'ils se concertent pour voir la position qu'ils vont adopter par rapport aux décisions qu'ils auront prises là-bas? Ils se préparent? Non. Alors, et vous prétendez qu'il y a des chefs d'État qui sont à la tête des États, il faut qu'ils prennent des décisions parce que, messieurs, quand vous êtes à la tête d'un État, mis en place par, vous êtes un endocolon, vous allez prendre des décisions pour l'intérêt de votre peuple. Est-ce que c'est possible?
aller dire à Ouattara de prendre une décision pour l'intérêt des Ivoiriens. C'est possible? Non, vraiment, en dehors de lui, je ne veux pas citer. Soyons un peu sérieux. Il faut que les Africains comprennent qu'ils n'ont aucun intérêt à aller dans une affaire qu'on appelle ONU. Pour moi, ça ne sert à rien. On perd le temps. Plus on va là-bas, plus on nous divise, plus on nous détruit, plus on crée les guerres partout. Je prends un cas. Vous avez des histoires qu'on met en place dans les pays africains. Il y a d'autres qu'on appelle MISMA ou bien... Je ne sais pas, il y a des noms qu'on donne. La MINUSMA. Donnez-moi le rapport d'une... Vous êtes à côté d'un malade. Vous dites que vous êtes docteur. Vous faites 5 ans à côté d'un malade. Le malade, son cas s'aggrave. Mais on te dit, monsieur, pardon, laissez-nous, on va se douer. Vous ne partez pas. Est-ce que vous êtes là pour le malade? Ça m'étonnerait. L'ONU dont vous parlez là, vous pensez qu'ils viennent en Afrique parce qu'ils veulent que les Africains soient à l'aise? Je suis désolé. Ils viennent là parce qu'ils ont dans la tête. Quand que ce soit votre histoire de ces pays, corps pénal inutile là, la cour pénale inutile, qui ne servent à rien. Ils enferment les Africains comme quand ils veulent. Mais quand c'est les Occidentaux, il n'y a rien à dire, rien à faire. On prend un cas, l'Organisation mondiale de la santé. J'ai parlé qu'avec l'Organisation mondiale de la santé, les gens en Afrique se portent très bien. Il n'y a pas de maladie. Ils servent à quoi? Quels sont les produits africains que l'Organisation mondiale a accepté et a imposé au reste du monde par rapport à l'intérêt, à ce que ça suscite comme côté sanitaire? Rien du tout. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt que l'Afrique se développe. Donc ils ont mis en place tout un système qui contrôle le monde entier. Le Fonds monétaire international, c'est pour contrôler les finances, l'économie africaine. Tout ça là, ça nous sert à quoi? Pour moi, l'Afrique devrait plus être dans cette histoire. L'AES est en train de prêcher par l'exemple. Parce que les Africains ne sont jamais constitués, on les a constitués obligatoirement. Ils vivent sous la constitution imposée par les autres. Souvent, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la constitution. On vous parle de la démocratie. Quand on est allé tuer Kadhafi, là, on a peut-être interrogé les Libyens pour leur dire, bon, maintenant on vient pour mettre la paix dans votre pays. On les a interrogés, mais on vous parle de démocratie. Vous pensez que les Blancs viendront avec quelque chose de bien pour nous montrer en Afrique? Je suis désolé. Ils viendront que pour leurs intérêts. Et c'est à nous, Africains, de réfléchir pour mettre un terme à ce banditisme qu'on nous a imposé depuis la nuit des temps. Donc c'est lieu ici de dire, les Africains désormais, avant d'élire un chef d'État, doivent réfléchir sérieusement pour voir si celui-là, c'est un panafricain qui vient défendre l'intérêt de l'Afrique et s'il est prêt à adhérer au projet de l'AES. Parce que le projet de l'AES, pour moi, c'est le plus grand projet de l'unité, la véritable unité africaine. Il n'y a pas deux. Si un chef d'État vient pour être chef d'État à la tête d'un État et qui ne peut pas adhérer à l'idéologie de l'AES, pour moi, ça ne vaut pas la peine de les lire. Je le dis haut et fort. Il n'y a même pas de négociation là-dessus. D'accord. J'interpelle ici tous les Africains qui prennent conscience, qui sachent que si on doit se libérer, il faut qu'on suive l'exemple de l'AES. Regardez, en un temps record, le développement de l'AES. En un temps record. On parle de quoi? Il n'y a pas de comparaison. Donc voilà mon point de vue par rapport à votre histoire de l'organisation de l'Union. C'était un point de vue que nous respectons beaucoup sur ce plateau. Je crois qu'il y en a plein de téléspectateurs qui respectent également ce point de vue. Peut-être avant de vous donner la parole, maître, permettez qu'on parte en multiplex de la parole à Dr Moubarak. Vous avez suivi aussi ce balai des chefs d'État et de leurs représentants, chefs d'État africains ou leurs représentants aux Nations Unies pour prendre la parole dans le cadre de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Au moment où nous sommes en ce moment de dresser le bilan, docteur Moubarak, comment est-ce que vous avez regardé ces Africains? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous a frappé? Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que l'Afrique aujourd'hui est vraiment écoutée aux Nations Unies? Peut-être même dans le cadre de cette session. Je crois que le discours africain aux Nations Unies évolue ces dernières années et est assez cohérent. Je m'en vais me rappeler de septembre 2009, lorsque le guide libyen Muammar Kadhafi a fait un discours fleuve de près de 90 minutes aux Nations Unies et a posé les problèmes de l'Organisation des Nations Unies avec la suite que nous connaissons.
Et lorsqu'on écoute les discours des présidents algériens, le président camerounais et bien d'autres encore d'Afrique du Sud, qui ont, durant ces dernières années, qui sont passés aux Nations Unies, ont posé le problème de l'Afrique pour être membre du Conseil des membres permanents, n'est-ce pas, des Nations Unies, le Conseil de sécurité, pardon. Alors, aujourd'hui, le problème se pose de manière plus scientifique et statistique. Lorsque le président angolais, qui est en même temps, je crois, le président en exercice de l'Union africaine, a posé le problème, ou du moins se coordonne les travaux au niveau de l'Union africaine, a posé le problème de cette manière que l'Afrique représente au moins 1,5 milliard d'habitants. Et bien évidemment, a une influence géopolitique grandissante. Mais, et qu'on puisse noter que les 70% de problèmes de sécurité que gère le Conseil de sécurité au niveau du système des Nations Unies ne concernent que l'Afrique. Et qu'on ne retrouve pas, n'est-ce pas, les pays africains comme étant membres, n'est-ce pas, ne faisant pas partie des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations. Il est allé jusqu'à solliciter 5 places quand le président camerounais en avait demandé au moins, au minimum 2 ou plus. Et d'autres pays africains en ont fait de même dans les années précédentes. Mais je voudrais simplement dire que pour ce qui me concerne, qu'aujourd'hui, on doit pouvoir s'interroger, est-ce qu'il faut encore la peine de parler de maintenir ce bureau des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies? Est-ce que cela tient encore? Lorsque nous savons que l'Organisation des Nations Unies prend fonction dans les années 45, après la guerre mondiale, elle naît de cela. Et que ceux-là qui sont ses membres, n'est-ce pas, si sont membres permanents, sont ceux qui étaient censés être les forts à cette époque, et qu'eux-mêmes aujourd'hui sont en pleine troisième guerre mondiale depuis pratiquement 20 ans. La guerre du monde qui se passe sur plusieurs domaines se passe entre ceux-là et leurs alliés. C'est pour ça que moi je dis que l'Organisation des Nations Unies, son système de fonctionnement, voire le Conseil même des membres permanents, semble démodé et aurait besoin d'une réforme, une réadaptation au contexte mondial actuel. C'est pour ça que nous crions tous. Donc, voire même sa modernisation, si elle veut demeurer une organisation qui œuvre pour la paix, les droits de l'homme, etc. Et voilà qu'il y a environ 20 ans, comme je venais de dire, que la Troisième Guerre mondiale a élu domicile dans le monde. Les pays concernés par cette autre forme de guerre scientifique, biologique, stratégique, géopolitique, tout ce qu'on peut dire communicationnel, etc., économique et financier, monétaire même, industriel, technologique, spatial et militaire. Une guerre qui s'opère indirectement ou à face voilée entre les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU à travers plusieurs instruments, dont l'OTAN et d'autres institutions que nous en connaissons. Bon, je crois que le discours de l'Afrique durant ce 80e session qui pose régulièrement la question de son organisation est bien à sa place et au-delà encore. Parce que lorsqu'on parle, que ce soit, on ne peut pas s'en passer, qu'il y a eu le problème, n'est-ce pas, de la Palestine, de Gaza, qui, après plusieurs décisions je vous coupe pas. prises, l'Afrique est constante. Docteur Moubarak, s'il vous plaît. Sauf que et qui veut donc dire qu'au niveau de l'organisation, il ne servirait donc à rien à ce que parfois il y ait des décisions, mais que ceux qui les violent ne sont pas sanctionnés. D'accord, c'est clair. Ce que je voulais dire, l'Afrique, vous le dites, le discours est constant, mais sauf que tout ce que l'Afrique dit aux Nations Unies n'est pas suivi. D'où il va donc falloir, je suis parti sur le geste du guide libyen Kadhafi et le discours des patriarches africains et d'autres chefs d'État qui évoluent. Il va donc falloir aujourd'hui que l'Afrique, au niveau de l'Union africaine,
puisse maintenant se reconcerter pour renforcer d'abord son unité à l'intérieur et de voir comment réaborder. Et je pense que quelqu'un venait de le dire tout à l'heure, mais sans toutefois être, excusez-moi, durcir un peu le temps, mais je crois que si l'Afrique commence à montrer une autre voie en conditionnant et en mettant un deadline et en mettant une date limite à laquelle, si l'Organisation des Nations Unies ne peut pas les écouter, ils seront dans l'obligation de voir les choses un peu autrement. Je pense qu'il y a des pays aujourd'hui qui partent du CPI et qui partent de certaines autres institutions. Et il y en a même qui nous ont chiné des chars. Mais l'Afrique peut se revoir et trouver une manière d'exprimer son mécontentement et de conditionner, n'est-ce pas, sa poursuite à collaborer avec eux, au point où si cela, ils ne pourront pas être dans le champ et le visuel, le champ visuel de l'Afrique, l'Afrique devrait, n'est-ce pas, faire des choses autrement. Pour avoir, docteur Moubarak, on reste en multiplex et on donne la parole au professeur François Demboué qui suit cette question de près. C'est vrai que, professeur, pour vous, les Nations Unies sont ce qu'elles sont. Elles auraient pu être autre chose. Vous l'avez dit et vous le dites toujours. Alors, dites-nous un peu, lorsque vous regardez ce qui se passe, tous ces chefs d'État, ou peut-être les représentants qui se sont succédés au peuple des Nations Unies, qu'est-ce que vous avez retenu pour vous? Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Je veux dire que je préfère vous écouter, vous, plutôt qu'écouter ce que disent les dirigeants africains à l'ONU. Depuis 2014, je suis dans la salle, c'est-à-dire que j'assiste aux assemblées générales de l'ONU, pas de l'extérieur. Je suis dans la salle et je les écoute depuis 2014. Ça fait combien? 11 ans, si je ne me trompe. Chaque année, en septembre, j'assiste en personne aux assemblées générales de l'ONU et puis après aux assemblées générales, aux réunions annuelles de la Banque mondiale qui se passent à Washington. Donc, je fais le balai entre New York et Washington. J'ai cessé de les écouter. J'ai cessé de les écouter parce que, pour moi, je vais commencer par ceci. Vous savez que quand Newton s'est mis à étudier la lumière, il s'est enfermé dans le noir. Et c'est dans le noir qu'on peut voir la lumière et qu'on peut mieux étudier la lumière. Et il a sorti les lois de l'optique que l'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Si vous permettez, je vais vous demander d'entrer un peu dans l'obscurité et d'imaginer. Imaginez une ONU où les 5 membres permanents seraient des pays africains et qui auraient les droits de veto. Aucun pays européen n'aurait le droit, aucun pays asiatique ou autre. Est-ce que vous pensez qu'une organisation comme ça pourrait exister pendant un jour? Non. C'est une question. Je crois que peut-être il y a 1000 inconnus, professeur. Est-ce qu'une organisation de cette nature peut exister pendant... Quel est le pays européen ou asiatique qui va accepter d'adhérer à une organisation où les autres ont déjà écrit toutes les règles et vous ne venez être là que pour de la décoration? Évidemment, aucun n'acceptera. Et donc, ça veut dire qu'en tant que nous, ici, nous ne raisonnons pas seulement en tant qu'Africains. Nous raisonnons en tant qu'hommes noirs, avec une histoire longue sur cette terre. Ça veut dire que moi, dirigeant politique africain et homme noir, moi, je n'accepterai jamais, jamais d'aller adhérer à une institution dans laquelle je n'ai pas de pouvoir, et où les autres ont tous les pouvoirs. Je dis bien tous les pouvoirs. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que j'aimerais mieux vous écouter, parce que vous avez commencé, mine de rien, par une question très intéressante à notre frère, vous, Siddiq Boubacar, vous avez dit, dites-moi quelle est la contribution de l'Afrique. C'est la question de base qu'il faut poser. Et tous les Africains devraient se poser, et en commençant par les chefs d'État. Il ne suffit pas de venir en Afrique et de gonfler. Je suis le président de la République, je suis le roi, je suis ceci, etc. Quand vous les écoutez, pour vous revenir, vous allez tous écouter, vous allez dire, ils ont cette phrase, notre organisation, l'ONU, nous devons faire ceci, nous avons ensemble, nous voulons la vie. Mais les dirigeants des États-Unis rigolent. Et d'ailleurs, quand les dirigeants africains s'expriment, la salle est quasiment vide, sinon totalement vide. Le premier jour, c'est le président des États-Unis qui s'exprime, et la salle est pleine, y compris tous les Africains qui viennent. Mais
même les représentants à l'ONU des États-Unis ne viennent pas assister au discours des chefs d'État africains. Pourtant, la représentation américaine est juste en face. C'est-à-dire qu'il suffit de traverser 3 mètres de rue pour venir assister, même par politesse. Mais même à ce niveau, il n'y a pas cette politesse. Pourquoi donc continuer à s'humilier? Pourquoi adhérer à une institution dont les règles sont écrites? À la limite, il y a quelques mois, on m'a invité à donner une conférence à l'université de Sorbonne, Panthéon à Paris, qui était dans le cadre on fêtait aussi l'anniversaire de Bandoun. Et moi, j'ai dit que les dirigeants de Bandoun ont commis une erreur stratégique majeure. Parce que les dirigeants de Bandoun, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, au moment de Bandoun, ils ont commis, et le dirigeant Sukarno de l'Indonésie, c'était un grand homme. Les Kwame Nkrumah et tout ça, ce sont des grands hommes. Je ne vais pas diminuer leur taille, mais je dis ils ont commis une erreur stratégique majeure, c'est d'avoir adhéré à l'ONU. Parce que la charte de l'ONU était écrite. Imaginez que nous sommes une association, vous et moi, mon frère Sidik, nous nous asseyons, nous écrivons une charte. Et dans cette charte, qui va gouverner les associations, je dis vous, monsieur Sidik, et moi, gardons tous les pouvoirs. Et on va appeler les autres. Mais quand les autres vont venir, s'ils ont un peu de jugeote, ils doivent se dire, mais non, revoyons la charte avant que nous adhérions. Nous ne pouvons pas adhérer. Vous n'étiez pas là quand on écrivait la charte. On a écrit la charte contre vous. Vous adhérez dans une institution et le résultat logique, c'est que vous soyez des faire-valoir. Et c'est ce que les dirigeants africains et noirs, et j'insiste encore là-dessus, sont à l'ONU. Ils ne sont pas quelque chose d'autre. Et ça ne changera pas. Vous savez que l'Union africaine, en mars 2005, si je ne me trompe, ils ont adopté, c'était le Swaziland à l'époque, ce qu'on appelle le consensus des Ulwini. Le consensus des Ulwini, c'est la décision, soi-disant, de l'Union africaine de dire « Oh, nous réclamons à l'Union que l'Afrique ait 2 sièges de membres permanents, nous réclamons à ceci, qui ceci. » Mais vous réclamez, ils bavardent tous depuis ces jours-là. Mais personne ne les écoute. Puisque je vous dis, il n'y a personne dans la salle même pour les écouter. Donc, pourquoi se ridiculiser? Et ça coûte énormément d'argent. Quand une délégation va à l'ONU, avec cette délégation, on pourrait construire 2-3 hôpitaux en Afrique, hein, parce qu'à ce moment, les billets d'hôtel montent énormément dans Manhattan et on enrichit les Américains chaque jour. Si une délégation vient avec 100 personnes, ça doit coûter des milliards. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine sur tous les plans. Et j'ai aussi aimé le point de vue de notre frère, dont j'oublie le nom, qu'il m'excuse, quand il a dit, et c'est très juste, c'est très juste, c'est pas la peine d'écouter les chefs d'État, il a dit, les Africains ne sont jamais constitués, on les a constitués. Mais c'est un bijou que cette parole-là. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez manqué de l'autonomie, au lieu de prendre, au moment où vous entrez dans votre place sur la vie internationale, vous avez laissé constituer. L'ONU était déjà constituée. Ce n'est pas vous qui avez constitué l'ONU. Dites-moi un paragraphe ou un mot de la charte de l'ONU que vous avez pu modifier en votre faveur. Et en plus, qui a écrit la charte? On écrit la charte en octobre, on adopte les trucs à San Francisco en octobre 1945. Ce sont des colonialistes. Si vous savez que la France, qui est un pays colonialiste à l'époque, l'Angleterre, qui est un pays colonialiste à l'époque, les États-Unis, qui sont un pays impérialiste, il n'y a que l'Union soviétique qui essayait de pousser. Le mot décolonisation n'existe pas. L'ONU, j'entends des gens qui disent « Oh, l'ONU a été créée pour la... » Non, l'ONU n'a pas été créée pour la décolonisation. Le comité de décolonisation de l'ONU n'est créé qu'en novembre 1961. Le comité, c'est-à-dire que la question de la décolonisation réelle ne vient à l'ONU, et cette question ne vient que parce que l'Union soviétique et les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, poussent la question de la décolonisation. L'ONU n'a jamais été pour la décolonisation. Sinon, le Cameroun aurait dû être indépendant depuis 1919. Donc, la Ligue des Nations, ils ont dit le territoire sous tutelle, appelé sous mandat, les Camerounais n'ont pas besoin
Et notre frère tout à l'heure a eu raison de dire que le Cameroun n'a jamais été une colonie française, ni une colonie allemande à ce propos. C'était des pays qui devaient avoir leur autonomie dès 1919. Mais l'ONU, la Ligue des Nations, c'est des institutions, des impérialistes, des esclavagistes qui ont pu camoufler le phénomène et nous avons joué le jeu. Mais il s'agit aujourd'hui de dire nous ne jouons plus le jeu. Mais je ne vois pas, à part cette petite expérience, ça commence un petit peu, puisque l'AES vient de quitter la CPI. C'est un grand pas pour l'Afrique, mais c'est quelque chose qui devait être fait très longtemps. Il y a 10 ans, j'ai fait une conférence à Addis Abeba avec le professeur Malik Diaye de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où nous avons exposé clairement les raisons pour lesquelles il faut quitter la CPI. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on fait. Et toutes les raisons sont là-dessus. Et enfin, je vais terminer pour ne pas être, pour ne pas être très long et abuser de votre gentillesse de me donner la parole. Et quand vous regardez la question de l'ONU, vous devez vous poser une question très simple. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Newton. Vous devez vous poser une question très simple. Si l'ONU pouvait être prise au sérieux, qu'est-ce que l'ONU a fait pour la justice dans le monde? Étant donné l'énormité de l'injustice que nous voyons tous les jours, donnez-moi un exemple où l'ONU a agi pour faire avancer la question de la justice dans le monde. Il n'y a pas. Au contraire, c'est un conglomérat où ceux qui ont soi-disant, on dit, oh, les vainqueurs de la Deuxième Guerre, ils ont organisé le monde pour qu'il n'y ait plus de paix. Non, ils n'ont pas organisé pour qu'il n'y ait plus de paix. Ils ont organisé le monde pour qu'entre les cinq, leur intérêt ne soit pas mis en cause. C'est pour ça, parce que sinon, pourquoi un petit pays comme la France, qui a environ 60 millions d'habitants, aurait le droit de veto, c'est-à-dire qu'on ne peut prendre aucune décision à l'ONU avec le désaccord de la France. Et vous acceptez d'être dans une institution comme celle-là. Et vous n'êtes pas capable de venir devant votre population et d'expliquer l'intérêt d'une organisation comme ça pour vous. Qu'est-ce que l'ONU a apporté à l'Afrique depuis 1965? Et pour revenir à votre question, quelle était la contribution de l'Afrique? Écoutez, je ne vais pas abuser, je vous avais été très gentil de me donner la parole sur ce sujet, mais je pourrais dire énormément de choses. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons de souveraineté, il y a des raisons de dignité, il y a des raisons de paix qui plaident pour un départ massif de tout le continent de l'organisation de l'ONU. Et d'ailleurs, vous êtes des médias. Est-ce que vous avez déjà vu le secrétaire général de l'ONU s'adresser à un média africain? Moi, j'ai demandé plusieurs fois à aller interviewer le secrétaire général de l'ONU. On ne m'a jamais donné l'autorisation. Même le porte-parole de l'ONU. Vous êtes un média, c'est votre droit. Il n'est pas secrétaire général de l'ONU seulement pour les Européens ou les Américains. Demandez, envoyez votre demande officielle de faire une interview du secrétaire général de l'ONU et qui s'explique. Vous avez le droit de le faire. Mais il ne s'exprime jamais face aux médias africains parce que l'Afrique ne compte pas et les dirigeants africains laissent faire. Donc, ma demande à vous et à votre direction, c'est est-ce que vous êtes prêts à monter une demande pour interviewer le secrétaire général de l'ONU pour lui demander à quoi ça sert l'ONU pour l'Afrique? Merci. Merci à vous, professeur François Dengouem. Alors, maître Momo, je reviens, je me retourne vers vous. Voilà, le docteur Moubarak, bien avant le professeur, tous deux ne sont pas tendres avec l'ONU, propose même la rupture. Vous êtes de cet avis ou vous pensez que vous n'êtes pas dans ces postures? Non, je pense que c'est même plus grave que la rupture parce que l'ONU est en contradiction totale avec les indépendances factices que nous avons eues en Afrique dans les années 1960. Parce que l'Organisation des Nations Unies s'est montrée comme étant l'institution de prolongement de la colonisation. Et je prends un exemple simple. Est-ce que vous savez que la mission de porte-plume, c'est-à-dire que celui qui saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies lorsqu'il a un problème, quand vous êtes déjà un État membre,
ça veut dire que vous avez la possibilité. Or, la mission de porte-plume pour les États francophones, c'est la France. Donc, toutes les résolutions que vous entendez en Côte d'Ivoire ou en Libye, c'est la France qui écrit. Ce n'est ni le gouvernement libyen, ni le gouvernement ivoirien qui a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour vous dire que le premier acte que les pays de l'AES ont posé, c'était de révoquer la mission de porte-plume de la France. C'est-à-dire, n'agit plus aux Nations Unies en nos noms. Donc, si une organisation comme celle-là accepte qu'un autre État représente les autres, c'est pas la colonisation, c'est quoi? C'est même pire que la colonisation, si ce n'est l'infantilisation de cet État. Ça veut dire que sur le plan textuel, tu es indépendant, mais en réalité, tu ne l'es pas, puisque à des moments cruciaux, il y a un autre État qui te représente. Pour l'ONU, je vais prendre deux institutions. Le Conseil de sécurité et l'OMS. Il y a le patriarche Simon qui a parlé de l'organisation, qui est une institution spécialisée des Nations Unies. Alors, si je commence par l'OMS, en 2019, il me souvient, en novembre 2019, il y a le Covid qui éclate dans le monde. Vous avez suivi le premier langage qu'en Afrique, on va mourir comme des mouches. Bien sûr, c'était leur projet. Ils en ont profité pour, je ne vais pas utiliser des termes péjoratifs, pour prostituer tout l'ordonnancement juridique interne des États en matière de santé, de couverture sanitaire. C'est-à-dire que la santé a été gouvernée par l'ONU à travers l'OMS. On a violé des libertés alors qu'on vous parle d'une institution, d'une organisation des Nations Unies. C'est un organisme décide. On n'a pas besoin de votre assentiment. On vous dit, chez vous, en matière sanitaire, voilà comment. Les économies des pays en ont pâti. Alors, quand vous avez une organisation pareille, au bout du compte, on se rend compte que le Covid-19, c'était un montage à nul autre pareil. On se demande même l'origine. Est-ce que c'est à Wuhan ou est-ce qu'on a décidé que le Covid déclenche à Wuhan en dehors des officines, en dehors des institutions de recherche où le virus a été créé comme en tant qu'arme bactériologique pour détruire la planète. À ce niveau, on s'est posé 1001 questions sur l'ONU. Si nous laissons ce volet santé, nous revenons à l'organe de coercition, c'est-à-dire à l'organe judiciaire. Je voudrais ajouter quelque chose de très important. N'oublie pas. Je voudrais rappeler que jusqu'à présent, les semences génétiquement modifiées, on est en train de les introduire en Afrique par force avec le concours de l'ONU. Et c'est ça qui est en train de tuer l'agriculture en Afrique. Donc je rappelle que les semences génétiquement modifiées, toutes les semences venues de l'extérieur, les OGM, oui, il faut les refuser en Afrique à partir de maintenant. Voilà, c'est une parenthèse, c'était juste une parenthèse. Oui, bien sûr. Oui. Maître, oui, allez-y, maître, on vous écoute. Alors, lorsque l'organe qui est chargé de gérer les conflits dans le monde, c'est le Conseil de sécurité. On se rend compte que 80% des zones conflictogènes dans le monde, c'est en Afrique. Bien sûr, il faut les armes. Au Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents qui ont le droit de veto. C'est-à-dire que lorsque je m'oppose, comme le disait brillamment le professeur Ndemwe, lorsque je m'oppose, alors on arrête, on revoit la décision qui doit être prise. La plupart des conflits se trouvent en Afrique. Il se passe que pour l'Afrique, la France est à l'origine de la plupart de ces conflits. Et elle est le porte-plume de la plupart de ces États. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'Afrique, c'est un mystère. À ce niveau, l'Afrique devient un mystère. Et je reviens sur ce que le professeur Ndemwe a dit à l'entame, que est-ce que vous pouvez imaginer une organisation au sein de laquelle
les États africains ont le droit de veto et invitent les autres États à venir adhérer. Est-ce que cette organisation aura un État étranger en dehors des États africains? Je peux dire non. Donc, au Conseil de sécurité, pour éteindre le feu qu'eux-mêmes allument en Afrique, c'est eux qui écrivent, c'est eux qui proposent comment on doit éteindre le feu qu'ils ont allumé. Vous comprenez que c'est une organisation qui ne nous sert à rien. Dr Moubarak a dit, il faut quitter. Il faut quitter le plus rapidement possible. Et autre chose, lorsque même ces résolutions sont prises, sur l'applicabilité au terrain où il faut appliquer les résolutions, prenons le cas de la résolution 1973 du Conseil de sécurité sur la Libye, où il fallait protéger entre guillemets les populations civiles. Il y avait une disposition sur le no-fly zone, c'est-à-dire on ne doit pas violer l'espace aérien libyen. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Et qu'a fait l'ONU? Est-ce que l'ONU a puni les États qui avaient en charge la mise en œuvre de la résolution? Non. Elle nous sert à quoi? Elle est complice de la mort de Muammar Kadhafi. C'est pour ça que quand nous parlions de la condamnation de Sarkozy, on disait l'une des ramifications va se retrouver au deuxième sujet où nous y sommes aujourd'hui, l'ONU. Alors, un organe qui est chargé de régler les conflits. Quand vous regardez la configuration, elle n'a rien de règlement de conflit. Puisque c'est eux qui allument le feu. Dans le processus de récupérer nos richesses. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de l'Est de la République démocratique du Congo, du Nord Kivu. Alors, l'ONU, pour résoudre des problèmes, des conflits, envoie les casques bleus qui ont un rôle d'interposition. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu l'ONU prendre parti. Bien sûr. On a découvert des tonnes Sacre du Rwanda de 1994. Est-ce que la mission d'interposition a été exécutée? Non. Au contraire, l'ONU a fourni les armes pour assassiner. En République démocratique du Congo, nous avons vu les engins de l'ONU truffés de diamants et de ressources minières, de matières premières. Mais c'est pour qui? Autant de questions que les Africains devraient se poser et dire, cette organisation, en réalité, elle nous sert à quoi? La MINUSMA a séjourné au Mali. L'ONUCI était en Côte d'Ivoire. Qu'a fait l'ONUCI? On a vu le représentant, le patron Choi des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a pris parti. Autant de choses. Et la semaine passée, je vous ai lu la déclaration de l'ambassadeur de l'Inde au moment de la vote de la résolution sur la Côte d'Ivoire. Il a dit, je pense que je vais répéter, nous sommes également de plus en plus préoccupés et nous souhaitons qu'il en soit pris acte face à la tendance à précipiter le processus d'adoption des résolutions. C'est-à-dire, on vous met devant les faits accomplis, vous n'avez plus, vous qui allez voter, vous n'avez plus le temps de réfléchir et de poser des questions. Non, il faut voter pour qu'on intervienne. En réalité, qui tire les ficelles? C'est soit l'un des membres permanents qui est le nanti du droit de veto. Alors, M. Siddiq, une organisation pareille, elle sert à quoi aux Africains? À rien. Pourquoi continuer à aller dépenser d'énormes sommes d'argent avec la délégation pour dire nous allons à l'ONU pour faire quoi? Lorsqu'au lieu d'éteindre le feu des conflits, elle en alimente. C'est ça le problème. Donc pour nous, c'est une organisation qui n'a pas d'importance pour les Africains. Je continue à saluer les pays de l'AES. Et ce que vous n'avez pas fait assez de communication là-dessus. Ils ont révoqué la mission de porte-plume. C'est-à-dire celui qui parle en leur nom au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'organe de coercition et de résolution des conflits. Parce qu'au Conseil de sécurité, on dit on résout les conflits soit par la force, soit par la négociation. C'est à ce niveau que les Africains ou nous qui sommes dans des zones conflictogènes, nous devrons poser des problèmes. En République démocratique du Congo, mais ils ont résolu quel problème? À l'est de la RDC,
Ils sont là depuis près de 3-4 décennies. Pour quelle solution? La MINUSMA, en République centrafricaine ici, partout où ils ont été, c'est des foyers de tension à perpétuité. On se demande est-ce que le rôle d'interposition n'est pas un rôle de favoriser à ce que les conflits continuent d'exister ad vitam aeternam. Donc pour nous, et pour sortir, l'ONU n'a pas le droit de citer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu le langage des pays de l'AES a changé au sein des Nations Unies. Le langage des pays de l'AES a changé. Nous ne savons pas à quoi vous nous servez. Dans le Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, il n'y a aucun pays africain. Alors que nous avons tout ce qu'il faut pour avoir un droit de veto. Pourquoi un? Même 2 ou 3? Pourquoi décider que ce soit seulement 5 membres permanents? De 1945 à nos jours. Donc ça veut dire que le monde n'a pas connu d'évolution. À ce niveau, nous disons non. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Nous allons progressivement déjà vers la porte de sortie de cette émission. Mais ce n'est pas tout de suite là, c'est dans les prochaines minutes, puisque nous parlons des Nations Unies, nous parlons du continent africain, nous parlons de la voix des Africains. Je voudrais vous rassurer, peut-être aussi rassurer les téléspectateurs que l'Afrique, et vous l'avez dit aussi, que les Africains, ou la voix du continent africain, résonne à l'Assemblée générale des Nations Unies, les cris, pour ne pas dire les cris des continents africains, avec espoir qu'une main ne peut vraiment pas cacher les rayons du soleil. C'est pour ça que je propose que nous fassions tous ensemble un tour à New York pour essayer un peu de... Je voudrais vous proposer un cliché. Un passage, c'était le représentant de la République du Togo, le ministre des Affaires étrangères, qui a parlé en nom et en lieu et place du chef de l'État de la République du Togo. Je voudrais que vous suiviez le ministre Robert Doucet, qui a pris la parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. Africa demands justice because its children continue to be victims of racism and humiliation around the world. Africa demands justice because, as has been said, there exists a unique and unprecedented moral debt toward African people, which has not yet been paid. Humanity has never been so humiliated as it was through the enslavement of the Forbes and the colonization of Africa, the cradle of our human civilisation. Avec une superficie de 30,3 millions de kilomètres carrés, y compris toutes les îles, elle couvre 20% l'Afrique, couvre 20% de la superficie terrestre, 6% de la superficie globale. Avec près de 1,4 milliard, voire bientôt 1,5 milliard d'habitants en 2025 ou 2030. Donc, elle représente environ 18% de la population mondiale. La taille de l'Afrique ici est minimisée intentionnellement. Elle est minuscule, de la même taille que le Groenland ou la Russie, et pourtant c'est faux. C'est faux. On pense que la taille réelle du continent, avec ses 54 pays, est plus grande que celle qui est représentée sur cette carte. À la vérité, l'Afrique seule peut contenir les États-Unis, la Russie, l'Inde, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, en soutien à l'Union africaine, le Togo appelle à corriger la représentation de l'Afrique sur la carte du monde. Avec la campagne que nous demandons aux Nations Unies de soutenir. Le nom de cette campagne, c'est Correct the Map.
il faut décoloniser la géographie. Il faut une nouvelle carte politique de l'Afrique. L'Afrique réclame justice pour avoir été désorientée et profondément perturbée dans sa trajectoire historique par près d'un siècle de colonialisme. L'Afrique réclame justice pour avoir payé de son sang et de ses ressources la prospérité d'autres continents. L'Afrique réclame justice parce qu'en 80 et 90% de son patrimoine culturel se trouve aujourd'hui dans des musées à l'étranger. L'Afrique réclame justice parce que des restes humains africains demeurent entre les mains des étrangers en dehors du continent et en violation des lois sacrées de l'humanité. L'Afrique réclame justice parce que sa contribution significative à la victoire sur les ténèbres du fascisme au XXe siècle a été négligée lors de la fondation des Nations Unies où nous sommes aujourd'hui en 1945. L'Afrique réclame justice parce qu'elle a été exclue 80 ans des instances décisionnelles du monde. L'Afrique réclame justice parce que le Conseil de sécurité est assis sur le droit de ses peuples à une juste et équitable représentativité en son sein. Voilà, je pense qu'on a tout suivi. C'était là le professeur Robert Doucet. On va prendre réaction sur ce plateau. Professeur, je voudrais commencer par vous, après le docteur Moubarak. Avec tout ce que nous venons de suivre, vous l'avez dit chaque fois aux Nations Unies, qu'est-ce que l'Afrique a vraiment fait pour mériter tout cela? Des paroles aussi poignantes et fortes comme celles que nous venons de suivre, mais jamais on a l'impression qu'on n'écoute pas l'Afrique. Je dois dire que le professeur Doucet a tout à fait raison. Son propos est exact. Il n'y a pas un seul mot de faux dans ce qu'il a dit. Tous les faits qu'il a donnés sont exacts. Et malheureusement, comme je vous ai dit, peut-être on n'a pas montré la salle. Vous aurez dû voir qu'il n'y a quasiment personne qui l'écoutait. Donc, en réalité, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vous ai donné l'exemple de Newton. Ma question est la suivante, professeur. Qu'est-ce que l'Afrique a vraiment fait pour mériter? Non, moi, je ne me pose pas la question qu'est-ce que l'Afrique a fait. Oui. Moi, c'est nous, Africains, qu'est-ce que nous avons à faire? Et qu'est-ce que nous voulons? C'est comme une personne. Hein? Vous avez votre ambition personnelle. Vous savez ce que vous voulez faire. Il en est de même d'un groupe. Si c'est une famille se dit quelle est notre ambition? Nous voulons peut-être acquérir des terres. Nous voulons construire une usine. Donc, c'est l'ambition de la personne qui détermine. Le monde, il n'y a pas de... C'est comme une école où il n'y a pas de directeur qui va venir régler vos problèmes. Hein. Il n'y a personne au-dessus des nations. Il n'y a pas bon, Dieu, peut-être qu'il existe, les gens, mais il ne va pas venir régler les problèmes des nations. Les nations règlent les problèmes entre elles. Et c'est pour ça que ce que dit le professeur Doucet est très intéressant, parce que quand on montre les proportions, on montre que l'Afrique, c'est la puissance. L'Afrique, et il a donné de bons exemples que l'on peut développer. C'est-à-dire que le problème de l'Afrique, ce sont des unions. Une fois que l'Afrique est unie, c'est la première puissance économique au monde. L'Afrique, et je l'ai démontré lors d'un forum économique de Saint-Pétersbourg en juin dernier, quand j'ai commencé mon propos, j'ai dit que l'Afrique, ce qui compte dans un pays, c'est le potentiel. Le potentiel de l'Afrique permet à l'Afrique d'être plus riche que les États-Unis et la Chine réunis. Je dis bien les États-Unis et la Chine réunis. L'Afrique a plus de potentiel que ces deux-là. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire. Restez désunis et vous n'avancerez pas. Mais enfin, sur la politique internationale, et c'est ça qui est intéressant,
par la suite. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on ne doit plus, on ne doit plus raisonner seulement en tant qu'Africain. Très rapidement, professeur, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur le plateau. Oui, oui, tout ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas, malheureusement, de liaison avec les Noirs américains. Une des priorités africaines aujourd'hui doit être de retisser le lien avec les Noirs américains. Et l'ONU a trahi aussi les Noirs américains. En 1951, les Noirs américains ont fait une pétition à l'ONU pour demander que l'ONU reconnaisse le génocide dont ils sont coupables. En 1951, il n'y avait pas d'État africain pour les soutenir, mais aujourd'hui, les États africains, au moins, ils pouvaient faire cela. Trump ne s'empêche pas d'interférer dans les affaires africaines, de dire qu'il y a le génocide des Blancs en Afrique du Sud, mais les gouvernements africains devraient donner la parole aux Noirs aux États-Unis qui sont dans une situation extrêmement difficile et qui n'ont jamais eu le soutien de l'extérieur. Donc, en résumé, moi, je n'attends pas, je ne me pose pas la question, qu'est-ce que l'Afrique a fait au monde? Qu'est-ce que l'Afrique va faire à elle-même? Et qu'est-ce qu'elle va faire à ce qu'on appelle sa diaspora, et y compris aux États-Unis, au Brésil, dans les Caraïbes, etc. La question n'est plus seulement une question africaine, la question est une question de la représentation de l'homme noir dans un monde en compétition. Voulons-nous, étant donné notre histoire commune, continuer sur cette lancée, ou devons-nous nous redresser et, comme le montre le professeur Dusset, mettre en marche notre potentiel pour devenir la première puissance économique et si possible militaire, étant donné le potentiel que nous avons. Il n'y a pas un autre continent qui a une plus grande force de travail que l'Afrique aujourd'hui, et heureusement, cette force de travail sera prédominante jusqu'à la fin du siècle, si on fait les extrapolations démographiques. Merci. Merci énormément à vous, professeur Dr Ibrahim Moubarak. Vous venez aussi également de suivre le professeur Robert Doucet. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec nous? Vous l'avez dit sur ce plateau, nous tous nous le disons, que l'Afrique s'exprime aux Nations Unies. Je voudrais revenir et dire que les théories et les théorèmes qui se sont présentés ces derniers mois et de manière en fait, ressortant les perspectives démographiques de l'Afrique et dont l'Afrique pourrait, dans les mois à venir, envahir l'Europe par sa puissance populaire, cela nous interpelle à pouvoir rentrer dans la compétition internationale. Mais pour pouvoir rentrer dans cette compétition internationale, comme vient de dire tout à l'heure mon prédécesseur, là, tout à l'heure, il va falloir simplement que nous essayons de prendre conscience, d'avancer d'abord à travers l'unité, l'union même, proprement dite, et d'utiliser les matières grises, les ressources humaines que l'Afrique a dans tous les domaines, que ce soit au niveau financier, pour parler de sa monnaie, que ce soit au niveau spatial, parce qu'aujourd'hui, on parle fort lorsqu'on a ces satellites, lorsqu'on est dans l'espace. On parle aussi fort lorsqu'on développe son agriculture et l'impose au monde. Lorsqu'un travail est fait au niveau de la défense, lorsqu'on peut s'imposer dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation, bref, dans la science. L'organisation de l'Union africaine, pour dire l'Afrique unie, devrait donc désormais présenter au monde le modèle africain, mais pour pouvoir le faire, il faut que nous puissions lire à travers les lignes ce qui se passe. Et nous savons aujourd'hui que les pays membres de ce bureau permanent des Nations Unies se cognent dessus juste à cause du fait qu'il y a une naissance d'un autre système de transactions financières au monde que nous appelons aujourd'hui BRICS. À travers cette lecture, nous devrons donc comprendre en tant qu'Africains
qu'on peut faire bouger les lignes en toute sagesse, sans une forme de violence, même dans les expressions, mais il faut qu'un travail soit fait à travers les potentialités que l'Afrique a, c'est-à-dire en termes de ressources humaines. Il n'est plus question aujourd'hui de pleurnicher chaque fois, de se retrouver dans des tribunes, comme on venait de dire, où on ne vous écoute pas, il n'y a personne dans la salle, ou qu'il y ait des gens même qui prennent le temps de s'endormir, ou qu'en fait, les choses avaient été faites sans vous, mais que chaque fois vous vous retrouvez dans une situation de réclamation. Mais il ne faut pas oublier un autre volet qui tient les pays africains. C'est que les pays africains sont endettés par les systèmes, qu'ils soient la FMI ou la Banque mondiale, et qu'il va donc falloir à ce que nous ayons une autre difficulté à nous en sortir. Et il va donc falloir que la matière grise africaine, les ressources humaines dans ces domaines, puissent réfléchir sur le comment est-ce qu'il va donc falloir que l'Afrique puisse s'en partir. Oui. Donc, puisque c'est sur le terrain africain que se passent tous les problèmes, les 70% des problèmes liés à la sécurité, les difficultés sont sur le sol africain. Et que les armes, nous l'avons cité, et tout sont fabriqués par les autres, et que nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes par nous-mêmes, même s'il y a déjà un modèle qui réussit, qui est l'AES aujourd'hui, il va donc falloir qu'au niveau de chaque sous-région, que les Africains se repensent autrement, essaient de voir le contexte international, avec ce que moi j'ai appelé, et j'appelle toujours la troisième guerre mondiale, qui est là, et que nous puissions jouer nos partitions en gagnant cette bataille avec le modèle qui soit purement africain. D'accord. Merci beaucoup. C'est entendu. Alors, docteur Douma, Jean-René, on va aller malheureusement très vite parce que je rappelle, hein, je crois qu'à l'intention de tous les panélistes, on aurait pu prendre le troisième sujet de cette émission, qui était un sujet très attendu aussi sur Gaza. Et sur l'État palestinien, on ne va pas le faire ce dimanche. Ce n'est que partie remise. On reviendra certainement le dimanche prochain sur ce sujet. Merci encore à vous, très chers téléspectateurs, parce que nous sommes tenus par le temps. Restez scotchés sur Afrique Média. Alors, docteur, je reviens vers vous. Alors, docteur Douma, vous avez suivi le professeur Doucet tout à l'heure aux Nations Unies pour dire que l'Afrique est présente. L'Afrique pose des vrais problèmes. Et comme nous le disions, on ne peut pas cacher les rayons du soleil avec les rayons du soleil avec sa main. Comme quelqu'un dit, ou comme certains disent sur le terrain, un jour à jour. Je préfère que l'Afrique soit un mouvement comme le vent, qu'on ne peut pas arrêter avec les mains. Parce que le discours du professeur Doucet est très profond parce qu'il est illustratif d'un mensonge qui est mondialisé et qui est même légalisé parce que il tient la carte du monde en main. Il prend le monde à témoin. Au-delà de la tribune, qu'il y ait eu des gens absents ou pas, c'est gravé sur le roc, ce qu'il a fait là. À mon sens, je ne pense pas qu'il y ait eu un intervenant à l'ONU qui ait eu vraiment la présence d'esprit de pouvoir illustrer un certain nombre de choses à travers une image que tout le monde connaît dans le monde entier, ne serait-ce que ceux qui se disent intellectuels. Ça, c'est une carte qui est faussée, mais qu'on continue d'utiliser. Donc, que les Africains, les géographes africains, les historiens africains refassent une carte, qu'ils refassent une carte qui reflète la réalité. C'est des individus qui ont fait ça et qui ont véhiculé ça. Quand ils le faisaient, les Afriques médias n'existaient pas encore, etc. Mais aujourd'hui, nous avons tous les moyens pour pouvoir imposer, n'est-ce pas, des choses qui fassent en sorte que les autres acceptent la place de l'Afrique. On ne va pas nous céder une place. Les autres ne vont pas céder à l'Afrique une place. Nous devons l'arracher, la place que nous, en tant qu'Africains, méritons. Tant que nous voulons encore être dans cette organisation, ou alors si nous voulons que
ceux qui décident encore aujourd'hui, 80 ans après, pour nous, sans nous, parce que quand on ne porte plus, même si vous êtes assis là, vous n'avez rien à dire. Que ceux-là comprennent qu'on peut faire sans eux. Et c'est là qu'on attend maintenant les différents chefs d'État et les représentants qui tiennent les discours, que nous apprécions, mais qui en réalité sont déconnectés des actes que nous attendons. Il faut associer les actes aux discours qui sont tenus depuis des décennies. Monsieur Siddiq, c'est là qu'il faut faire la différence aujourd'hui. Et donc, qu'on fasse une carte qui est vraie et qui va donc servir d'un support d'apprentissage pour les générations à venir et même pour ceux qui veulent se recycler aujourd'hui. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et je vais sortir par là parce qu'on a pratiquement terminé, c'est que il est souvent difficile que nous soyons du même avis en tant que panélistes, copanélistes sur Afrique Média. Mais vous voyez que sur cette thématique, le professeur, le docteur, nous ici, c'est comme si on s'était concerté parce qu'on porte la voix de l'Afrique. Et ce que nous disons est basé sur les faits. C'est ça la vérité. Donc, soit pour des pays qui estiment qu'ils veulent encore jouer un peu à la diplomatie pour être présents à l'ONU, pendant qu'ils y sont, qu'ils adhèrent à l'AES, il y en a qui ont commencé à adhérer au BRICS pour créer un contrepoids, puisqu'on parle de la multipolarité, mais que les Africains développent une organisation qui sera typiquement africaine et qui va refléter les valeurs des Africains, c'est-à-dire l'AES. Donc, qu'ils commencent à adhérer à l'AES. Et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'il y aura d'autres pays qui vont adhérer à l'AES, ça va faire bouger les réformes au niveau de cette organisation des Nations Unies qui n'est là que pour, n'est-ce pas, défendre les intérêts d'un certain nombre de pays qui se disent grandes puissances au détriment surtout de l'Afrique. C'est ce qu'il faut faire, c'est là où nous attendons les différents chefs d'État, au-delà des discours que nous avons déjà entendus, on a apprécié, mais il faut passer à l'action. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup. Alors, Patriarche Simondé, votre réaction après avoir suivi le professeur Doucet? Ce qui me choque, c'est qu'il y a un proverbe qui dit vous ne pouvez pas voir une abeille qui tombe dans un pot de miel et cherche à sortir du pot de miel. C'est ce que l'Occident fait. Et Patriarche, ouais. est-ce que vous pouvez reprendre? Je dis que vous ne pouvez pas voir une abeille tomber dans un pot de miel et chercher à sortir de ce pot de miel. C'est ce que l'Occident fait. L'abeille se nourrit. Oui. L'abeille doit se nourrir. C'est ce que l'Occident fait. Ils sont tombés dans le pot de miel qui est l'Afrique. Vous voulez qu'ils sortent facilement pour aller crever de faim? C'est clair. Mais vous me surprenez. Deuxième chose, et vous devez savoir que celui qui ne connaît pas ses limites finira par les dépasser. Ces gens-là, ils ne connaissent pas leurs limites. Ils peuvent dépasser leurs limites à n'importe comment. Et je vais terminer en disant une chose. Oui. Le lion ne répond jamais aux aboiements d'un chien. Le lion ne répond jamais aux aboiements d'un chien. Donc ce que nous, Africains, on a à faire, c'est nous organiser entre nous en oubliant l'existence de l'ONU. Qu'ils aient 100 ans, on n'en a rien à foutre. On a démontré sur ce plateau, tout le monde l'a démontré que on n'a aucun intérêt à être dans cette histoire. Dépenser des milliards pour aller à New York chaque année pour prétendre qu'on vient parler. Depuis qu'on parle, ils ont déjà posé quel axe qui va dans l'intérêt de l'Afrique? Rien. Ça sert donc à quoi d'y aller tout le temps? Je réinterpelle ici tous les Africains de tous les pays, tous les 54 pays, en dehors de l'AES qui a déjà compris le sens de la lutte, qu'on doit désormais, pour élire un chef d'État, connaître quel est son programme. Si ça cadre avec la sortie de toutes ces organisations bidons qui nous ont enterrés, il faut qu'ils s'assurent qu'un chef d'État qui va arriver à la tête, s'il ne correspond pas à ça, qu'on le met de côté, parce qu'il faudrait que ces gens de l'ONU enlèvent leurs genoux sur notre cou. Ça en est trop. Qu'ils enlèvent leurs genoux de notre cou, parce qu'on en a assez souffert. Et c'est suffisant. Voilà, je vais sortir par là. Merci beaucoup à vous, Patriarche. Alors, Maître Simon, votre réaction après cet extrait que nous avons suivi, est ce qui se passe, l'ambiance au niveau des Nations Unies, surtout le temps de certains représentants du continent africain?
le plus grand reproche fait aux Africains, c'est d'être dans un monde de combat et de croire que le combat, le véritable, ce n'est que le verbe. Il faut passer de la parole aux actes. Quittons cette organisation en bloc. Et puis, eux, ils vont se mettre à réfléchir. Eux, ils vont réfléchir mieux sur le pourquoi les Africains ne veulent plus de l'ONU. À ce moment, ils vont donner aux Africains ce dont ils ont besoin. Il ne sert à rien de continuer. Que nous aussi, les Africains, sur le plan local, nous nous organisons, nous allions à l'AES, qui est la pierre de touche, c'est-à-dire que la principale pierre d'angle de la nouvelle Afrique. La véritable fondation. La véritable fondation de l'Afrique. Voilà. C'est ça notre part d'ONU. Je pense que le tout sera, tout est dit. Le professeur Ducé, nous le connaissons, il a ce verbe, tout ce qu'il dit est vrai. On a minimisé l'Afrique jusqu'à la cartographie. Vous comprenez que la conspiration, elle est depuis. Et puis, n'oublions jamais cette théorie géopolitique, une Afrique sans les Africains. Merci. Merci beaucoup à vous, Maître Simon. Voilà, nous sommes arrivés, Madame, à la fin de ce programme. Nous avons prévu passer un peu plus, enfin peut-être parler beaucoup plus de beaucoup d'autres sujets. On n'a pas pu parce que le débat était extrêmement intéressant. Merci, c'était intéressant grâce à vous, grâce à nos panélistes. Je suis très heureux de vous dire merci, très cher monsieur. Alors, je vais commencer par vous, Patriarche Simon D. Vous êtes panafricaniste, vous êtes promoteur du Made in Africa et surtout écrivain. Vous avez publié plusieurs ouvrages, surtout lorsque je vous demandais de reprendre ce proverbe, c'est parce que vous avez un ouvrage qui, j'espère que nous aurons se trouver à l'écran, c'est Proverbes, sagesse et tradition africaine. C'était un ouvrage que vous avez publié. Merci beaucoup à vous, Simon D. Voilà, donc c'est là à l'écran, c'est votre ouvrage. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous remercie. Voilà, juste à côté de vous, je voudrais, avec beaucoup de références, vous dire merci, docteur Adouma Jean-René Fils. Vous êtes expert en marché financier et finances digitales, enseignant d'université, panafricaniste, écrivain. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le tout dernier, celui-ci, Paul Biya, la signature discrète de la monnaie du continent. Je crois que nous aurons cet ouvrage également à l'écran. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot très rapidement? Oui. Il vient que de sortir, apparemment. Oui, mais il vient de sortir. Voilà. C'est un travail de 18 mois de recherche. Donc, Paul Biya, la signature discrète de la monnaie du continent. C'est un ouvrage qui part de l'historique monétaire du Cameroun, parce que beaucoup ne savent peut-être pas que le Cameroun avait déjà sa monnaie avant 1884, avant l'arrivée des Allemands. Donc, l'ouvrage part de là et traite l'évolution du Cameroun sous l'angle monétaro-financier et évidemment avec toutes les questions qui concernent la monnaie, y compris les débats qu'il y a eu en rapport avec le franc des colonies françaises d'Afrique, pour sortir par des recommandations pour permettre que le Cameroun décolle effectivement. Et ça parle du Cameroun, c'est vrai, mais le Cameroun est ici comme un exemple au niveau de l'Afrique. Donc ce sont des enseignements qui peuvent servir à d'autres pays africains pour que véritablement l'Afrique met un accent particulier sur la question de la monnaie, y compris les évolutions technologiques. Merci beaucoup. Aujourd'hui. On en reparlera certainement, puisque ce n'est pas la dernière mission avec vous. Alors, on va Maître Janvier Momo, vous êtes acteur de la société civile, vous êtes surtout panafricaniste, vous êtes une voix qui compte sur les plateaux de la chaîne de télévision panafricaine Afrimédia, une voix qui porte sur le continent africain. Merci énormément pour tout ce que vous apportez, pour vos éclairages. Vous avez également aussi écrit beaucoup. Oui. Oui, il y a quelques 2 ou 3 parutions. Et je pense que le moment venu... On en parlera sur ce plateau. Parce qu'il y a un document sur le panafricanisme. Tout à fait. Ce que nous avons fait dès les écoles primaires.
Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les grands maîtres du Kung Fu, ils commencent à aller au temple à partir de 4 ans. Donc c'est justement l'âge le moment où il faut inculquer aux enfants ce qui est nécessaire. Le panafricanisme est à apprendre aux enfants dans nos écoles. C'est-à-dire que l'amour de notre continent, l'amour de nos richesses et l'amour des personnes qui meublent notre continent. Le panafricanisme à l'origine, si nous ne l'apprenons pas à l'école, tout ce que nous avons comme prospective de l'avenir, ça sera voué à l'échec parce que ce qui sous-tend le développement, c'est la culture. Merci beaucoup énormément à vous, Maître Janvier Momo. Docteur Moubarak Ibrahim Mbombo, merci également. Vous avez participé à cette émission en multiplex. Vous êtes psychosociologue de prévention. Vous êtes docteur pluridimensionnel ambassadeur pour la paix de la Fédération internationale pour la paix dans le monde, expert du monde arabe et islamique. Je rappelle aussi que vous écrivez aussi beaucoup. Vous avez parmi vos ouvrages, celui-ci que nous avons retenu dans le cadre de ce programme, Orthodoxie religieuse en contexte laïque, une étude sur la connaissance et la pratique islamique de Fik Al-Waki au Cameroun. J'espère que l'ouvrage sera, on va le présenter à l'écran. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, Dr Moubarak. Merci également. Cela il peut aussi renvoyer à savoir que la croyance, l'ouvrage est là. L'Afrique, c'est un multiculturel qui a tout en elle. Et donc, lorsqu'on parle de certaines figures, même lorsque le professeur qui est avec moi, Multiplex, a essayé de faire une sorte de métaphore sur Jésus, pas pour citer la Bible, mais pour pouvoir dire ce qu'on devrait en retenir, a fait montre de ce qu'on doit pouvoir y en puiser. Et là, je reviens pour dire que lorsque nous parlions du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, nous parlons des prophètes africains. Merci beaucoup à vous, docteur Moubarak. Alors, on va finir avec vous pour vous dire énormément merci. Professeur François Dengoué, vous êtes analyste, vous êtes panafricaniste, vous êtes auteur de plusieurs publications. Je dois rappeler que vous avez gagné le premier prix mondial sur plus de 3000 postulants remporté. C'était un prix remporté à Moscou en avril dernier. C'était le prix Open Dialogue sur la thématique de Future of the World, New Platform for Global Ground. Peut-être en quelques 2-3 mots, là, professeur, est-ce que pour nous dire de quoi renvoyer ce prix concrètement? Il était question de quoi? Merci encore à vous pour avoir accepté notre invitation. Non, c'est Afrique Média que j'ai commencé par vous féliciter. Je dois encore vous féliciter pour terminer, parce que qu'on soit d'accord avec vous ou on n'a pas besoin d'être d'accord avec vous, vous êtes une voix qui compte et vous avez montré le chemin pour beaucoup d'Africains et vous avez ouvert les yeux à beaucoup d'Africains et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est contre vous. Moi, je dis, il faut qu'Afrique Média soit encore plus fort, malgré tout ce qui est arrivé à Afrique Média. Il vous faut des moyens, il faut des ressources, parce que vous d'une façon ou d'une autre, vous permettez de combattre l'ordre de Goebbels, l'ordre médiatique goebbelsien qui existe dans le monde aujourd'hui, qui donne à certains pays ou un groupe de pays des pouvoirs extravagants, y compris dans le domaine médiatique par rapport aux autres. Alors, puisque vous avez la gentillesse de rappeler cette distinction que j'ai reçue, c'est une distinction universitaire. Et il y avait ce qu'on appelle un call for papers qui avait été lancé. Il y avait près de 3000 professeurs venus du monde entier qui ont envoyé des articles sur un thème les thèmes qui étaient décidés. Sur les 3000, on a sélectionné environ une 140 qui sont allés à Moscou pour défendre. Donc, je me suis retrouvé en face d'une cinquantaine de professeurs russes, je crois du Mexique, de l'Inde, je ne sais pas, du Canada, etc., qui venaient du monde entier. Et j'ai reçu cette distinction que vous avez rapidement décrite. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de montrer que les Africains, où qu'ils soient, ont les capacités et peuvent briller dans un environnement compétitif sain. C'est cet environnement compétitif sain que nous voulons dans notre continent. Parce que
Le jour où il y a cet environnement de compétition saine, je ne doute pas une seule seconde que l'Afrique va se lever et que l'Afrique sera le lieu de la prospérité et de la référence mondiale. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois mes amis et mes frères dire, citer en modèle l'AES. Bien sûr que l'AES a fait des choses, nous devons l'entrer, mais il ne faut pas faire une fixation sur l'AES. Partout où il y a, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, en Afrique australe, des pays peuvent constituer aussi, peuvent commencer à constituer des organisations, des assemblages nationaux qui ne soient pas, on n'est pas obligé d'aller adhérer à l'AES. Là où vous êtes, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Centrafrique. Qu'est-ce que vous Merci faites beaucoup, professeur. On est arrivé à la fin de l'émission. Vous avez dit, après tout ce qu'on a entendu, je voudrais dire énormément merci à monsieur Ambassa. De l'autre côté de la technique, je voudrais également dire merci à Eric Nganka pour tout ce qu'il a fait pour le succès de cette émission et toute la grande équipe d'Afrique Média mobilisée pour le succès de ce débat, le débat panafricain, la grande messe du dimanche sur Afrique Média. Merci aussi à ceux de nos collègues qui sont sur le terrain pour nous faire vivre en direct les élections présidentielles au Cameroun. Madame, Monsieur, je suis Aboubakar Sidik Mouchili. J'ai eu tout le plaisir à vous proposer ce numéro du débat panafricain. Je vous propose un autre rendez-vous, si plaît à Dieu, dimanche prochain.